Bienvenue dans cette seconde vidéo du thème consacré à la statistique descriptive. Dans la première vidéo, nous avons introduit le modèle statistique le plus simple, les séries à une seule variable. Dans la pratique, les observations portent le plus souvent sur plusieurs caractéristiques des individus. Nous traitons donc dans cette seconde vidéo le cas des distributions statistiques à deux caractères. Dans la première partie, nous verrons comment on présente les données et introduirons le vocabulaire et les notations. Dans la seconde partie, nous aborderons l'étude de la liaison entre deux variables quantitatives par l'introduction de la notion de covariance. Enfin, nous présenterons le coefficient de corrélation linéaire, notamment par le biais d'un exemple. Prenons l'exemple d'éprouvettes de béton pour lesquelles on a mesuré la teneur en ciment, notée X et exprimée en kg par mètre cube, et la résistance à la compression, notée Y et exprimée en mégapascal. Dans cet exemple, on a mesuré ces variables sur n égale 90 éprouvettes et présenté les résultats dans un tableau à double entrée qu'on appelle tableau de contingence. Ici, par exemple, on constate que 20 éprouvettes ont une teneur en ciment de 350 kg par mètre cube et une résistance à la compression de 80 mégapascal. Introduisons des notations qui nous seront utiles pour la suite. Notons CIJ, la cellule de la IM ligne et de la JM colonne du tableau, c'est-à-dire correspondant à la IM modalité de grand X, notée petit xi, et de la JM modalité de Y, notée petit yj. Son effectif est noté n indice IJ, c'est donc le nombre d'individus pour lesquels grand X prend la valeur petit xi et grand Y la valeur petit yj. Notons également NI point, le total de la IM ligne, qu'on appelle effectif marginal de la IM ligne. Et de la même façon, notons n.j, l'effectif marginal de la JM colonne. Bien sûr, si on ajoute tous les n et j, on retrouve la valeur de petit n, effectif total de la population. C'est aussi la somme des effectifs marginaux en ligne ou en colonne. Pour chacune des cellules CIJ, on note petit f indice IJ, le rapport entre l'effectif de la cellule et l'effectif total. C'est donc la fréquence de la conjonction des modalités petit xi de grand X et petit yj de grand Y. La donnée de toutes ces fréquences constitue ce qu'on appelle la distribution conjointe du couple XY. Si on reprend notre exemple, les effectifs observés de chaque cellule regroupée dans le tableau de contingence permettent de calculer les fréquences correspondantes, qu'on peut présenter sous forme de pourcentage. Complétons le tableau de contingence avec les effectifs marginaux. On peut alors calculer, pour chaque ligne, le rapport entre l'effectif marginal de la ligne et l'effectif total. On obtient une nouvelle fréquence, notée petit f i point, pour la IM ligne. C'est ce qu'on appelle la distribution marginale en X. Cela revient à étudier la répartition des valeurs de grand X en ignorant délibérément celle de Y. Bien sûr, on procède de la même façon pour définir la distribution marginale en Y, représentée ici dans la marge du tableau de droite sous forme de pourcentage. Les distributions marginales se déduisent donc de la distribution conjointe et permettent, par exemple, la représentation des données de grand X sous forme d'un diagramme à barres. On peut aussi faire des calculs statistiques vus dans la vidéo précédente, comme ici la teneur moyenne en ciment des éprouvettes. Reprenons à nouveau le tableau de contingence de notre exemple et intéressons-nous à une ligne particulière. Choisissons par exemple la première qui correspond donc à la sous-population des éprouvettes ayant une teneur en ciment de 300 kg par mètre cube. En restreignant ainsi les données, on a les effectifs de chaque classe de Y, sachant que la valeur de grand X est petit xi. Et pour chaque cellule, on peut calculer le rapport entre l'effectif de cette cellule et celui de la ligne. Ce rapport est noté f indice j sur i, c'est la fréquence de la modalité petit yj de grand Y, sachant que grand X prend la valeur petit xi. Remarquons que ce rapport est encore égal au quotient entre la fréquence de la cellule CIJ et la fréquence de la IM ligne. L'ensemble des f indice j sur i définit ce qu'on appelle la distribution conditionnelle de Y, sachant que grand X prend la valeur xi. Ces considérations permettent de définir l'indépendance de X et Y. Ces variables sont dites indépendantes si la connaissance de la valeur de grand X n'influe pas sur la fréquence de chaque modalité de grand Y. Compte tenu de la définition de f indice j sur i, cela revient à dire que la fréquence de la cellule CIJ est égale à la fréquence marginale de la IM ligne multipliée par la fréquence marginale de la JM colonne. Dans le cas de notre exemple, on peut par exemple constater que la fréquence de la cellule de la première ligne et première colonne n'est pas égale au produit de f1 point et f.1. Cela signifie donc que la résistance à la compression
et la teneur en ciment ne sont pas des variables indépendantes. Pour évaluer le degré de dépendance entre deux variables, on introduit la notion de covariance. Prenons l'exemple d'une culture de blé divisée en plusieurs parcelles. Pour chaque parcelle, on a relevé la quantité d'engrais reçue, notée grand X, et le rendement lors de la moisson, noté grand Y. La covariance des variables X et Y est définie par cette formule, qu'on peut voir comme une sorte de dédoublement de la formule de la variance. De façon analogue à la formule de la variance, la covariance admet également cette expression alternative qu'on peut retenir en parlant de moyenne des produits moins produit des moyennes. Dans le cas de notre exemple, les moyennes de grand X et grand Y, ainsi que la moyenne du produit, ont les valeurs indiquées ici. On obtient une covariance égale à 35,16. Le fait que cette valeur soit positive signifie que les variables X et Y ont tendance à varier dans le même sens. C'est logique, car si la quantité d'engrais augmente, on s'attend à ce que le rendement augmente lui aussi. Citons quelques propriétés importantes de la covariance. Tout d'abord, elle est symétrique, car la covariance de x et y est égale à la covariance de y et x. La covariance d'une variable avec elle-même n'est autre que sa variance. Si les variables x et y subissent une transformation affine, x changé en ax plus b et y en cy plus d, alors leur covariance est multipliée par le produit des coefficients directeurs, c'est-à-dire ici AC. Enfin, si les variables sont indépendantes, leur covariance est nulle, on dit qu'elles sont décorrélées. Attention, la réciproque est fausse. Il est possible de trouver des variables décorrélées, c'est-à-dire de covariance nulle, qui ne sont pas indépendantes. La covariance intervient également dans un résultat important concernant la variance d'une somme de variables. En effet, de façon analogue à l'identité remarquable a plus b au carré, on démontre que la variance d'une somme de deux variables est égale à la somme de leur variance plus 2 fois leur covariance. Dans le cas très important en statistique des variables décorrélées, on obtient que la variance de la somme est la somme des variances. Citons également un résultat qui justifiera l'introduction du coefficient de corrélation, à savoir l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Étant donné un réel t quelconque, considérons la variance de x plus ty. À l'aide des propriétés vues précédemment, on obtient un polynôme du second degré en la variable t. Or, le signe de ce polynôme est constant, puisqu'une variance est toujours positive. On peut donc en déduire que le discriminant de ce polynôme, qui s'écrit b carré moins 4ac, est forcément négatif ou nul. Ceci permet de dire que la covariance au carré est inférieure ou égale au produit des variances. En passant à la racine carrée, on obtient finalement l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui stipule que la valeur absolue de la covariance est inférieure ou égale au produit des écarts-types. Terminons cette vidéo avec la notion de coefficient de corrélation linéaire. Comme on l'a vu précédemment, la covariance est majorée en valeur absolue par le produit des écarts-types. Il est donc naturel d'étudier le rapport entre la covariance et le produit des écarts-types. C'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire de x et y, noté petit r. La conséquence directe de l'inégalité de Cauchy-Schwarz est que la valeur absolue de ce coefficient est inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire que petit r est compris entre moins 1 et 1. Lorsqu'il est proche de 0, cela signifie qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les variables. C'est la décorrélation. À nouveau, cela ne signifie pas que x et y sont indépendantes. Reprenons l'exemple des parcelles de blé dont on a mesuré la quantité d'engrais reçus et le rendement. Les calculs donnent les valeurs suivantes pour les écarts-types de grand X et grand Y, et on a déjà trouvé une covariance égale à 35,16. Le coefficient de corrélation linéaire est alors d'environ 0,89, et on dit qu'il y a corrélation linéaire forte entre x et y, car petit r est supérieur à 0,8. Dans les prochaines vidéos, nous élargirons les concepts étudiés dans le cadre de la statistique descriptive avec les outils probabilistes, afin d'aborder les notions de statistique inférentielle dans les thèmes suivants. À bientôt.